Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Le thème que nous allons vous présenter aujourd'hui est celui des modèles d'attribution en marketing. Donc, on va plus précisément, dans un premier temps, revenir rapidement sur ce qu'est un modèle d'attribution et ses principaux bénéfices, bien évidemment, dans le pilotage de ces investissements médias. Puis, dans un deuxième temps, on parlera de sa mise en place, qui est le facteur clé de succès pour bien opérer un modèle d'attribution. Et enfin, on vous montrera des cas d'optimisation concrets. Voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un modèle d'attribution. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de ce webinaire. On prendra notamment un temps en fin de session pour y répondre. Mais juste avant de démarrer, on va tout d'abord se présenter brièvement. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Julien Samarc, je suis directeur au sein de la practice Digital Data chez Axis Consultant. Axis Consultant, en deux mots, c'est un cabinet de conseil en management avec environ 200 consultants. On a également plusieurs practices, donc achat, finance, change également, et plusieurs filiales. Et donc, nous, au sein de la practice Digital Data, on accompagne les grandes entreprises dans leur transformation digital et data, que ce soit de la définition en amont de leur stratégie data-driven, jusqu'à l'exploitation des données pour optimiser la performance des parcours clients et aller chercher du ROI, notamment sur la partie média. On a également au sein de Axis un lab IA pour compléter notre offre et apporter de la valeur avec une approche IA as a service. Marc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je suis également directeur au sein de la Business Unit Data et Digital d'Axis Consultant et j'ai exercé depuis 20 ans diverses fonctions dans le marketing digital et le conseil, et notamment sur les aspects e-commerce, retail, data, CRM. Et donc, je suis familier des problématiques data vis et digital et de la mise en place de démarches data-driven, dans le pilotage par les données, donc notamment dans le cadrage et l'implémentation de solutions d'attribution, comme c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, on va démarrer. On va vous présenter le sommaire. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de repréciser ce qu'est qu'un modèle d'attribution et à quoi ça sert et quels bénéfices on peut en tirer de manière très claire. Et pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose de répondre à un mini-quiz qui pourra nous servir d'introduction sur les enjeux d'attribution. Alors, rendez-vous dans l'interface. Donc, la question, elle est très simple. On va vous laisser 30 secondes. C'est combien existe-t-il de points de contact lors d'un parcours client en ligne? Est-ce que c'est 12, 83 ou 140? Alors, est-ce que le bientôt arrive aux 30 secondes? On va fermer les votes, je pense. Donc apparemment, c'est plutôt les votes s'adressent plutôt sur 83 votes. Et en fait, non, le nombre de points de contact, c'était plutôt 140 en fait. Donc sur cette statistique, il faut savoir que bien entendu, c'était une moyenne. C'est une donnée qui était notamment publiée par les équipes Google à la fin de l'année 2020. Et il faut bien savoir, bien entendu, que selon s'il s'agit d'un achat impliquant ou d'un achat plutôt d'un impulsion, on va forcément avoir plus de points de contact dans un. Donc pourquoi il y a autant de points de contact? Parce qu'en fait, les habitudes d'achat se sont énormément complexifiées, se sont hybridées. Google a parlé notamment de ce qu'on appelle du messy middle, où en fait on s'est un peu éloigné du modèle traditionnel du tunnel, où on était plutôt sur l'attention, l'intérêt, le désir, l'action, en fait, ou plutôt, pour formuler différemment, la découverte, l'attention, la considération, l'achat. Donc ces étapes traditionnelles en fait de funnel ont été un peu mises en cause par ce qu'ils appelaient donc le modèle de du messy middle, où en fait on avait plutôt des boucles en fait rétroactives à la fois de découverte et également de décision. Donc, et c'est à cette occasion que cette statistique a été sortie et qui a montré qu'en fait, lors d'un achat en ligne, on avait énormément de points de contact. Il y a une autre étude qui a été publiée également, notamment par les équipes d'Epsilon Zenith, donc le groupe Publicis Media, et qui montrait qu'en fait, pour couvrir une même cible, en fait, en 20 ans, le nombre de points de contact globaux a presque quadruplé. Ça signifie qu'en fait, pour toucher une audience similaire, il faut presque désormais 4 fois plus de points de contact et donc 4 fois plus en fait de médias à considérer dans le media planning que ce qu'on avait il y a 20 ans. Et donc la statistique qui remontait, c'était qu'en 2003, on était autour de 75 points de contact et on était plutôt autour de 287 points de contact en fait en fin 2018. Donc ça, c'est également un phénomène assez fort et qui montre qu'effectivement,
les parcours se sont très, très fortement complexifiés. Dernier point qui est important, c'est que, comme je disais, les parcours se sont hybridés dans le sens où on a plusieurs devices, plusieurs leviers, plusieurs façons de consommer, que ce soit en ligne ou hors ligne, donc online et offline. Et donc, bien évidemment, il y a eu un besoin de construire une vue unifiée des parcours consommateurs et donc d'essayer d'avoir une vision non plus seulement sur la partie écosystème propriétaire de la marque et de l'entreprise, hein, c'est-à-dire une fois qu'on est sur son site web et qu'on est en capacité d'avoir des visiteurs logués en fait et identifiés, mais également en amont du tunnel en fait lors de l'exposition aux médias afin de capitaliser également sur des données comportementales de réaction par rapport à l'exposition aux médias. Donc c'est ce dont on va vous parler après. Alors, on va vous poser une deuxième petite question, mais après, on ne vous embête plus. Combien existe-t-il de familles de modèles d'attribution type? 2, 4 ou 7? 30 secondes. Je vais clôturer les votes. Donc les votes seront plutôt sur 4 modèles et en fait la bonne réponse c'était plutôt 2. Et alors on va vous expliquer pourquoi. En fait, on a 2 grands types de modèles. En fait, on a des modèles qui sont basés en fait sur des règles de gestion, donc ce qu'on appelle des modèles rule-based en fait, et des modèles plutôt qui sont basés sur un algorithme qu'on appelle data-driven, donc de pilotage par la data. Donc, en gros, ce qu'on va avoir en fait sur la partie des modèles gérés par des règles, ce sont en fait des modèles qui sont assez anciens, hein, c'est des modèles facilement paramétrables et qui permettent de mieux appréhender le positionnement de l'ensemble des leviers dans les parcours d'achat. Et qui en fait ont été initiés afin de s'éloigner en fait du modèle de base qui était le modèle de dernière interaction. Donc vous avez le last event, hein, qui était le modèle par défaut en fait de Google Analytics qui l'a popularisé. Hein. Donc, dans tous les rapports par défaut d'analytics, vous étiez sur un modèle last click ou dernière interaction. Et donc, il y a à peu près une dizaine d'années, Google eux-mêmes a ouvert en fait une fonctionnalité, par exemple, qui s'appelait les entonnoirs multicanaux et qui permettait d'avoir des modèles en fait paramétrables manuellement pour essayer de découvrir d'autres typologies de modèles, donc, notamment des modèles par exemple linéaires où on va valoriser chacun des points de contact du prospect de manière égale, mais également des modèles qui peuvent être également basés sur leur position. Donc, on peut avoir 2 types, par exemple, de grands modèles qui ont été basés sur la position. Par exemple, des modèles qu'on dit time decay, où il y a une dépréciation de la valeur du levier avec l'éloignement dans le temps. Donc, tous les leviers qui sont les plus anciens sont moins pondérés dans les parcours d'achat et inversement, les leviers les plus récents sont plus pondérés. Et puis, des modèles qu'on appelle aussi des modèles U-shape, où on va valoriser très fortement, donc en modèle en U, les modèles en fait qui initient les parcours d'achat, donc qui vont être au démarrage des parcours d'achat, et on va valoriser également les derniers points qui déclenchent l'achat, donc qui le finalisent. Et donc ça, c'est des modèles un peu en U qui étaient effectivement basés sur la position. Et puis on a tout un deuxième pan de modèles d'attribution qui, lui, par contre, est basé sur des algorithmes et qui vont permettre de se reposer, enfin de s'appuyer de façon beaucoup plus rationnelle, sans parti pris, sur en fait le machine learning et sur un apprentissage automatique du crédit, de la valeur des conversions selon la façon dont vos prospects, vos utilisateurs vont rentrer en contact avec votre entreprise et selon la façon dont ils vont interagir avec vos campagnes médias. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, c'est que la contribution marginale de chacun des leviers va être pondérée, va être recalculée selon un modèle de data science. Donc, généralement, c'est pour l'explication, c'est soit une régression linéaire dans un modèle de Shapley, donc on se base sur la modèle de valeur de Shapley, c'est souvent ce qui est utilisé, soit c'est aussi parfois un modèle de Markov qui est utilisé et qui permet notamment d'avoir une prédiction en fait sur la valeur de certains paramètres sans connaître l'ensemble des étapes. Donc c'est les 2 grands types de modèles de data science qui sont utilisés en data-driven, en modèle algorithmique. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est que depuis janvier 2022, c'est très récent, dans la nouvelle version de Google Analytics 4, eh ben, c'est le modèle data-driven qui va être mis par défaut. Et donc, on va avoir une petite révolution où, en fait, les gens, maintenant, vont passer d'un modèle Elastic, qui était le modèle un peu prégnant depuis très, très longtemps, de longue date, à un modèle, en fait, par défaut qui va être data-driven, et donc algorithmique.
Alors, pourquoi c'est important, en fait, et quels sont les bénéfices maintenant d'un modèle d'attribution? Donc, on a vu un peu en quoi il retournait, quels étaient les enjeux et quelles sont un peu les différentes façons d'attribuer les différents points de contact, les touch points au parcours d'achat de vos prospects. Ben, en fait, les bénéfices qu'on peut en attendre, ils sont de 3 types. Tout d'abord, effectivement, c'est de mieux répartir ses investissements médias. C'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser le budget pour chacun des leviers en fonction de son impact réel. On va recalculer, effectivement, comme on vient de le dire, la contribution marginale de chacun de ces points de contact et on va considérer que certains sont à valoriser parce qu'ils ont eu un impact plus fort dans la décision d'achat ou dans la collecte du contact que d'autres. Donc ça, c'est très important. Donc, ça va nous permettre effectivement d'augmenter, par exemple, les volumes de visites, de leads, de commandes en ligne ou de trafic en point de vente, et donc de faire baisser les investissements pour obtenir des mêmes volumes de visites, de leads, de commandes, etc. Et donc de faire baisser les coûts par visite, les coûts par lead, les coûts par achat ou par acquisition de clients. Donc ça, c'est très important. La deuxième également bénéfice qui est central dans le cadre de la mise en place d'un modèle d'attribution, c'est le fait d'avoir une vision enfin plus objective de votre mix marketing et de votre mix média. Le gros travers qu'on observe généralement, c'est que les entreprises ont tendance à fonctionner avec une vision en silo, où on va éclairer la performance de chacun des leviers ou des campagnes d'acquisition média au regard de ses KPI propres particuliers. On se dit par exemple que une campagne display va être regardée au regard de son volume d'impression et de son taux de clic individuellement, mais on ne va pas forcément regarder l'interaction qu'elle peut avoir au global sur l'ensemble des parcours. Et c'est ça que va apporter en fait un modèle d'attribution, c'est cette vision vraiment holistique, on dit vraiment synoptique sur l'ensemble du parcours et sur l'interaction des leviers entre eux. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de donner cet éclairage dessus. Et si on prend un exemple concret, imaginons que vous soyez dans une démarche de lead management. Donc, vous ayez besoin de collecter des leads, que ce soit via vos campagnes propres ou via des partenaires d'acquisition de leads. Et ben, typiquement, un modèle d'attribution vous donnera un éclairage sur sur vos campagnes qui auront par exemple servi également à la collecte de vos partenaires. Enfin, le dernier aspect qui est très important, c'est le fait de bénéficier d'un levier vertueux, d'initier un cercle vertueux en fait sur la démarche en fait de pilotage par la donnée. Et pour reprendre l'exemple que je mentionnais dans le cas d'une démarche de lead management par exemple, l'idée c'est d'obtenir des visiteurs et des leads plus qualitatifs, donc plus faciles à qualifier, donc d'améliorer en aval les taux de descente, les taux de rendez-vous, les taux de transformation, de diminuer le nombre de no-show en point de vente par exemple. Et donc a fortiori de réaliser des économies d'échelle, parce que qui dit des leads plus qualitatifs dit moins de travail de qualification des prospects, donc plus de temps disponible par exemple pour le call center ou pour vos commerciaux, et donc plus d'efficacité également pour vos campagnes par exemple de marketing direct, de CRM, de PRM. Donc voilà un peu les 3 types de bénéfices qu'on peut attendre de la mise en place d'un modèle d'attribution. Et du coup, je vais repasser la parole à Julien sur toutes les étapes en fait, de cadrage et de mise en place de ce type de modèle. Alors effectivement, en termes de cadrage, on a trois éléments principaux. Bien évidemment, pour démarrer, l'élément coût. Ici, on va s'attacher à une solution type SaaS, donc plutôt sur étagère, et non pas une solution construite sur mesure qui nécessite beaucoup de volume de données et des temps d'implémentation beaucoup plus importants. Alors, quels sont les modèles économiques de ces solutions SaaS ? C'est un coût de licence qui est basé sur une audience en visiteur unique et une volumétrie mensuelle d'impression des campagnes digitales. Donc, effectivement, en amont, ça nécessite d'identifier un petit peu cette volumétrie. Derrière, il y a le facteur humain, l'accompagnement. En fait, il ne faut vraiment pas sous-estimer la charge de coordination et de gouvernance projet, notamment dans les grandes structures. Parce qu'en fait, le profil pour mettre en place ces modèles d'attribution, c'est un profil qui maîtrise à la fois le média, le marketing au sens parcours client, au sens des différents leviers, et également la data. Et dans les grandes structures, c'est tellement segmenté qu'on n'a pas ce profil hybride. On a potentiellement un responsable data, mais qui est au sein de la direction marketing, mais qui n'est pas média. Donc, du coup, c'est assez complexe de trouver le bon profil. Et de surcroît, les éditeurs, aujourd'hui, ce n'est pas leur métier. Aujourd'hui, ils vous présentent une solution. Il y a, je dirais, des tableaux de reporting qui sont, entre guillemets, pré-packagés, mais ils ne vont pas pouvoir vous accompagner dans le déroulement tout au long de la mise en œuvre. Donc, le facteur humain est vraiment très, 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 très important.
Enfin, une fois qu'on a trouvé le bon profil, qu'on est accompagné par la bonne structure, on va peut-être, lors du déploiement, avoir des coûts supplémentaires pour customiser l'outil, parce qu'on va potentiellement l'adapter au business du client. Et donc, ça fait partie, je dirais, d'une troisième ligne budgétaire potentiellement à prévoir. Alors, une fois qu'on a identifié les coûts et validé son budget, on va dire, on va déterminer, enfin travailler sur tout ce qui est périmètre et planning. Avec quoi on va jouer. Donc, déterminer en amont quelles sont les campagnes qui vont faire l'objet de ce modèle d'attribution et les partenaires avec qui vous allez pouvoir les traquer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a forcément l'agence média qui va opérer les campagnes, mais il y a surtout aussi les régies qui vont devoir intégrer des tags. Donc ça, c'est pas complexe, mais c'est assez long et c'est un travail qui doit être méticuleux, quoi, en fait. Et donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette partie-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de se dire que le modèle d'attribution va optimiser nos investissements médias. Les investissements médias, aujourd'hui, sont opérés par les agences médias. Donc, c'est toujours assez délicat d'aller sur le terrain d'une agence pour lui dire, bah voilà, il y a telle et telle chose qui peut être optimisée. Donc, ça nécessite vraiment en amont un onboarding. Je crois qu'on en parlera peut-être plus tard. Enfin, un dernier point, c'est les données à réconcilier. En fait, l'outil va nous permettre de constituer des cohortes. Pour rappel, des cohortes, ce sont des groupes de personnes. Et donc, il va être nécessaire de définir des conversions qui clôturent les parcours de ces cohortes afin de reconstituer tous les parcours jusqu'à cette conversion. Et donc, on appelle cela, cette conversion finale, une macro-conversion. Et cette macro-conversion, ça peut être tout simplement un lead en fonction de notre business, une commande, un achat en ligne ou en magasin déterminé. Puis, une fois qu'on a déterminé donc, cette macro-conversion, il va falloir identifier les systèmes qui nous permettent d'envoyer ces données de macro-conversion. Donc, imaginez que ce soit les traffic in-store, bah, ça va être un boîtier qui vous renvoie l'information, ou si c'est un site e-commerce, bah, ça va être l'action transactionnelle d'une commande. Donc voilà, donc on a identifié quel était notre objectif, cette macro-conversion, quels étaient les systèmes qui allaient nous permettre de remonter les données pour l'identifier. Et enfin, ce qui est plus intéressant, c'est de tracer tout au long du parcours des cohortes au sein de l'écosystème digital, en fait, c'est de tracer ce qu'on appelle les micro-conversions. Donc les micro-conversions, si on prend l'exemple du secteur automobile, ça va être un quart configurateur, une demande de brochure, et donc, du coup, on va pouvoir identifier le parcours des cohortes et quelles sont les micro-conversions qui ont été effectuées pour arriver à la macro-conversion. Donc, voilà à peu près les trois sujets vraiment à bien adresser en phase de cadrage. Derrière, en termes de facteurs clés de succès, donc voilà, pour s'assurer du succès de la mise en place d'un modèle d'attribution, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment embarquer les agences, en l'occurrence les agences médias. Sinon, pas d'optimisation in fine, quoi. Donc voilà, parce que derrière, ce sera à elle d'utiliser l'outil. Il faut également sécuriser et industrialiser le tracking, sinon pas de remontée, pas de tag, pas de remontée. Donc là-dessus, il faut pareil accompagner les agences, définir des modes opératoires pour elles, afin d'industrialiser les process et s'assurer vraiment d'un bon tracking. Derrière point également non négligeable et même central, c'est avoir une vision représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a défini en point 2 tout à l'heure qu'il fallait avec quelles données on allait jouer, avec quelle campagne on allait jouer. Là, il faut que les campagnes qui soient dans le périmètre soient assez conséquentes. Si je joue avec 15% de mes investissements médias uniquement sur du digital, bah derrière, peut-être que j'aurai des super résultats, des super insights, mais pour le passage à l'échelle et pour industrialiser, ce sera peut-être pas représentatif de l'intégralité de mes investissements. Et donc, du coup, l'outil ne deviendra plus pour moi légitime. Donc, il faut s'assurer vraiment de déployer ce modèle à grande échelle quand même. Et enfin, ce qui est le plus important in fine, c'est de piloter, quoi. Donc, du coup, pareil, là, ça nécessite pas mal de conduite du changement en amont. C'est-à-dire que nous, en fait, dans toutes ces phases-là, on a onboardé les agences dès le départ. Puis, comme je vous disais, c'est un petit peu complexe de leur dire, in fine, qu'il faut mieux qu'elles fassent les choses de telle et telle façon. Donc, pour leur montrer la légitimité
de l'outil. 2, pour travailler avec elles les reporting, in fine pour favoriser l'usage et l'adoption. Et également pour les clients, il y a une appréhension de la donnée qui reste encore un petit peu complexe. Ce qu'on fait, c'est qu'on opère, une fois qu'on a identifié, formalisé les reporting, on commence à mettre en place les premières instances de gouvernance dédiées, parce que ça ne peut pas, dans un premier temps, s'accoler à une autre instance qu'on peut avoir chez nos clients de monitoring de l'activité au sens large. Là, c'est vraiment un focus média, et dans les premiers temps, les premiers mois, vraiment faire des focus dédiés pour favoriser l'usage et l'adoption, donc sur la base des tableaux de bord qui ont été réalisés, et progressivement, en fonction de la maturité du client, opérer un transfert de compétences sur le pilotage et in fine l'atteinte de l'optimisation. Et donc, une fois qu'on a sécurisé cette partie cadrage et cette partie mise en place, et que on s'est bien mis d'accord sur les étapes pour y parvenir avec les agences, avec le périmètre des parties prenantes et le client, l'idée, ça va être effectivement d'avoir en fait un découpage et une mise en place qui respecte bien en fait des ventilations qui vont nous permettre ces analyses. Donc, typiquement, on a traditionnellement effectivement ce funnel, enfin ce tunnel de conversion dont je parlais là, qui est effectivement assez limite parce qu'on sait à quel point il peut y avoir des allers-retours entre les différentes étapes. Mais généralement, la plupart des agences vont piloter les campagnes selon un des objectifs positionnés sur le tunnel. Donc, on va avoir en amont des KPI traditionnels et des objectifs d'image, de notoriété, de branding, d'accroissement de la notoriété de la marque. Donc voilà, et en aval, on aura plutôt des données plutôt d'achat en ligne ou en magasin, de commandes et d'achat en point de vente. Donc voilà plutôt en fait ce qu'on va avoir. Et donc entre les deux, on aura bien évidemment tous les objectifs intermédiaires, par exemple de génération de trafic, ce genre de choses, ou de génération de leads qualifiés. Mais pour piloter en fait leur campagne, les agences médias vont donc adosser un KPI de coût par rapport à cet objectif. Donc, si on prend effectivement l'amont du tunnel, on sera sur un co-contact, par exemple, ou un incrément sur un brand lift ou sur une notoriété spontanée. À l'inverse, si on est plutôt en aval, on sera sur un coût d'acquisition client, sur un coût par commande, par exemple, en ligne. Et si on est sur plutôt la partie intermédiaire, des coûts effectivement par visite ou par visite qualifiée ou par visite engagée, et des coûts par lead, brut ou qualifié. Donc en fait, c'est via ces KPI que les agences vont piloter les choses. Donc en fait, ils sont nécessaires en fait ces KPI traditionnels pour piloter les campagnes. Mais nous, dont on va avoir besoin, c'est de pouvoir croiser l'ensemble des analyses et donc d'avoir en fait la bonne information par rapport à ces typologies de campagnes. Donc on va faire tout un travail en fait de labellisation, de marquage en fait des plans médias et des campagnes, de façon à ce qu'elles correspondent bien au référentiel non seulement de compréhension de notre client, de l'entreprise, mais également à celui de l'agence, de façon à ce que chacun parle bien la même langue et qu'on soit en capacité de dire, voilà, telle campagne était plutôt dans un objectif de branding, telle campagne plutôt dans un objectif de génération de trafic, drive to store, drive to web, et telle campagne plutôt dans un objectif de performance, de génération de commandes ou d'achat en point de vente, qui va être associé comme principal objectif. Donc, on va labelliser effectivement ces campagnes. Bien évidemment, on va étendre cette labellisation aux types de formats qui peuvent être utilisés dans les campagnes, aux partenaires qui vont être sollicités pour les mettre en œuvre. Donc, voilà. Et on va également associer après toute une dimension produit à ces campagnes, aux produits ou services. Donc, on va associer chacune des campagnes en fonction du type de la partie du catalogue produit ou du catalogue de services qui va être mis en avant, qui va être poussé par ces campagnes. Et on va essayer de définir également les niveaux de granularité au niveau de ces catalogues produits, de ces niveaux de services, pour bien les associer à ces campagnes et pour avoir la possibilité d'approfondir le cas échéant sur une granularité, sur une maille plus fine entre les catégories de produits, les grandes familles de produits et les sous-familles de produits. On va également associer d'autres types d'informations à ces campagnes. Par exemple, on va leur donner une notion de saisonnalité ou de temporalité. On le sait, dans certains marchés, il y a une saisonnalité forte, il y a des marronniers, les ventes privées, les soldes. Il y a des effets de saisonnalité très importants sur certains marchés également liés au fait qu'on soit en été ou en hiver, par exemple dans la mode ou dans les équipements du jardin, on va avoir des effets de saisonnalité importants. Et du coup, on va associer certaines campagnes plutôt à de l'ordre du fil rouge,
parler, c'est une campagne qui va être active toute l'année, et des campagnes qui vont plutôt être de l'ordre d'une opération, d'un temps fort sur lequel en fait on va avoir un accent, une pression publicitaire plus importante qui va avoir lieu. Et donc toutes ces informations également, on va les labelliser de façon à pouvoir après les croiser et en avoir une information pertinente. Donc, si ce travail-là n'est pas fait, tous les reports dont parlait Julien juste auparavant n'aura pas de valeur qualitative et ne sera pas compréhensible à la fois par l'agence et par le client, parce qu'en fait, on ne parlera pas le même langage qu'eux et ils ne seront pas en capacité de retrouver leur petit, de savoir en fait de quelle typologie de campagne on parle. Ça a également un deuxième intérêt qui est fort, c'est qu'après, on va pouvoir croiser en fait ces différentes labellisations pour voir par exemple de quelle façon une campagne branding peut interagir avec une campagne de performance ou une campagne de trafic. Quelles vont être leur interaction et leurs performances respectives sur chacune. Donc voilà un peu l'étape préalable nécessaire à l'ensemble des analyses qu'on va pouvoir produire sur la solution. Enfin, dernière partie de ce webinaire, on souhaitait illustrer avec des premiers cas d'optimisation en fait, de quelle manière on peut mettre en œuvre et de quelle manière on peut avoir des bénéfices très rapides en fait, grâce à une solution d'attribution. Et donc, on a retenu 3 types d'illustrations. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est avant de vous présenter ces cas d'usage, on va vous présenter la façon dont on l'a mis en place dans le cadre d'un cas client automobile. Et ce que vous avez à l'écran, en fait, c'est la façon dont le fonctionnement de la solution d'attribution a été implémenté. Donc, vous avez sur la gauche du slide, en fait, c'est l'écosystème du client, donc c'est le website du client, hein, du constructeur auto, avec ses formulaires de collecte de leads bruts d'abord. Donc, ça peut être effectivement des demandes d'essai, ça peut être des demandes d'information ou de rendez-vous en concession, tout ce genre de choses, et qu'on va réconcilier en fait avec la base de lead management du constructeur. Pouvoir dissocier les leads bruts, ici des partenaires, et les leads qualifiés qui ont été qualifiés par le call center a posteriori, et également voir de quelle manière on va considérer qu'il y a des leads qui vont être des leads qui vont être un macro-objectif, un objectif principal, versus des leads qui vont plutôt nous servir d'enrichissement de connaissances sur les prospects. Et enfin, en dernière brique, une fois qu'on a interfacé avec la solution d'attribution par API, en fait, avec le système de lead management, on va avoir en fait toute la solution qui va nous permettre 3 types de choses. La première, c'est qu'elle va nous permettre de baliser le parcours de l'ensemble de ces prospects en fait tout du long de leur cycle de vie jusqu'à l'achat du véhicule. Par les micro-conversions, les triggers dont parlait tout à l'heure Julien, c'est-à-dire qu'on va enrichir la connaissance du parcours de l'ensemble des étapes en fait, qui ont mené jusqu'à la conversion finale. Le deuxième point, c'est qu'on va également bénéficier de Graph ID de la solution d'attribution de façon à pouvoir maximiser le type d'individu qu'on va pouvoir retrouver sur le réseau et qu'on va pouvoir, en fait, dont on va pouvoir savoir s'il a été exposé à une des campagnes mises en œuvre par la marque, par le constructeur automobile. Donc, comment ça fonctionne, ça? Ça fonctionne via un master ID dans lequel, en fait, on va avoir tout un tas de types d'ID qui sont réconciliables. Hein. Un device ID, par exemple, un email qui va être haché, hein, donc anonymisé, un numéro de portable également haché, une adresse MAC Wi-Fi, en fait, de connexion, des cookies online, effectivement, par exemple, de visite, d'exposition à des bannières ou de clics, des cookies offline de trafic en point de vente, donc en l'occurrence dans les concessions. Donc l'ensemble de ces éléments qui sont rattachés aux individus nous permettent de les retrouver sur le parcours et de voir s'ils ont bien été exposés à l'un des points de contact, à l'une des campagnes mises en œuvre par l'entreprise. Également, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également enrichir cette réconciliation par des partenaires, hein, des brokers de données, type, par exemple, on va citer AdSquare, hein, qui sont également très spécialisés là-dessus et qui vont permettre également d'enrichir les taux de réconciliation qu'on peut avoir. Et enfin, en toute fin de parcours, on va avoir en fait la mise en œuvre de l'algorithme lui-même d'attribution. Alors, ce que j'ai pas dit effectivement sur la réconciliation, c'est que bien évidemment toutes les données sont agrégées, donc elles respectent le RGPD et du fait qu'elles soient consolidées dans des cohortes, on n'est pas en capacité de retrouver un individu après derrière, c'est pas réversible, c'est-à-dire c'est anonymisé à 30 jours, c'est consolidé à 30 jours, donc ça respecte bien le RGPD. Et du coup, alors, la dernière étape, ce que je disais, c'est que l'algorithme d'attribution, lui, au final, sur la solution, va nous permettre en fait de pondérer l'ensemble des points de contact et l'ensemble des campagnes selon leur impact. Donc, on va avoir ici, donc effectivement, le modèle de Chaplet dont je parlais à la même moment qui va être mis en œuvre, généralement par une régression linéaire, et on va pouvoir jongler sur la solution entre
un modèle, par exemple, plastique, dernière interaction, un modèle first touch, premier contact, un modèle linéaire ou un modèle algorithmique data-driven, comme ce qui nous intéresse. Ensuite, ce qu'on va vous présenter. On arrive à la dernière partie? Non. Non, pas encore. C'est la façon dont le fonctionnement d'une cohorte. En fait, Julien l'a précisé un peu rapidement tout à l'heure, mais en gros, on voulait vous mettre un focus pour voir de quelle manière, en fait, la mise en œuvre pratique dans le cas client automobile, ça se constitue. Donc, ce que vous avez en fait sur la droite, on va commencer par la droite du slide, c'est la conversion de clôture de la cohorte. Donc, c'est le macro-objectif dont parlait Julien tout à l'heure. Donc, on avait deux types de macro-conversions qui ont été définis dans notre cas, là, pour ce cas client automobile. C'est d'une part le lead qualifié, donc lorsqu'on capturait le lead qualifié qui était considéré, qui était qualifié par le call center, on le réconciliait avec l'ensemble du parcours, et également la visite en concession en point de vente. Et donc, on prenait l'un de ces deux objectifs de cohorte, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le temps pour reconstituer tout le parcours de l'utilisateur via la réconciliation de l'ensemble des points de contact auxquels il aurait été exposé. Donc, ces points de contact peuvent être aussi bien des campagnes digitales que des micro-conversions, des triggers dont on parlait, qui sont en fait des étapes sur le parcours et qui vont être présents dans l'écosystème digital de l'entreprise du constructeur automobile. Et bien entendu, donc du coup, l'ensemble des parcours similaires des individus qui ont l'ensemble des mêmes points de contact constitue une cohorte. Donc, qui est anonymisé, bien entendu, parce que c'est un ensemble d'individus. Et la granularité de cette cohorte, on peut l'avoir aussi bien au niveau macro, c'est-à-dire au niveau des leviers principaux de campagne, par exemple, qu'au niveau micro, au niveau des campagnes ou des formats de campagne qui auront été mis en œuvre. En fait. Et donc, ce que vous visualisez ici, en fait, c'est la façon dont fonctionne en fait un parcours type d'un prospect selon une cohorte en fait dans le milieu de l'automobile. Du coup, en termes de résumé des différents cas qu'on va présenter. Oui, alors du coup, effectivement, on arrive à la dernière partie du webinaire pour rendre concret en fait ce qu'on peut opérer avec un modèle d'attribution. Donc, ces premiers insights, entre guillemets, ces exemples d'optimisation sont issus des instances de gouvernance. Donc là, on en a mis 3, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Et donc, c'est des choses qu'on identifie chaque mois. Et puis après, on décide ou pas de les traiter sous forme de cas d'usage. Donc voilà. Donc du coup, en fait, on en a identifié assez rapidement 3 qu'on va essayer de détailler tout à l'heure, si le temps a parti, là, il me reste 10 minutes. Donc un premier qui est, on a pu identifier des effets de duplication, en fait. On s'est aperçu que on achetait 2 fois nos leads, c'est-à-dire qu'on avait des utilisateurs qui allaient sur nos formulaires, donc le site du site de la marque, remplir des conversions, demande de rendez-vous, de brochures ou autre. Et on s'est aperçu qu'on achetait également ces leads via des partenaires, via du média. Donc, du coup, une fois qu'on a identifié ça, derrière, on a des actions pour dédupliquer et dédoublonner surtout, puis arrêter ce doublon. Et donc, du coup, on fait des économies en médias. Donc, ça, c'est le premier. Il y en a un qui est un petit peu plus pointu, même beaucoup plus pointu, qui est pour optimiser le pilotage des campagnes. Donc là, on arrive à pondérer des micro-conversions dans le cadre du SIA, mais ça, je laisserai Marc en parler bien mieux que moi. Et enfin, on en a un troisième qui est lui assez classique, c'est qu'en fait, avec ces cohortes, on arrive à identifier des segments d'audience où on sait que ces audiences, donc, du coup, transforment, et on peut aller, entre guillemets, faire ce qu'on appelle du lookalike dans l'univers Google pour aller cibler du coup des audiences similaires sur donc quelque chose qui est une audience qui est très promonte, sur laquelle on sait beaucoup de choses au niveau des modèles d'attribution. Grâce au modèle d'attribution, pardon. Donc, je vous propose de vous présenter, qu'on vous présente le premier sur les effets de déduplication. Oui, merci Julien. Donc du coup, ici, ce qui est important, c'est que il faut se dire qu'au niveau d'une solution d'attribution, il y a 2 grands types d'optimisation qui sont possibles sur les leviers marketing qu'on va mettre en œuvre qui sont liés à l'attribution. On va mesurer généralement avec cette solution soit l'absence d'impact ou un impact insuffisant, c'est-à-dire que quand l'algorithme va pondérer l'ensemble des points de contact, il va considérer qu'une campagne, un levier
est trop absente ou n'a pas été pondérée ou n'a pas été considérée comme efficiente par le modèle algorithmique. Et donc, du coup, on va sous-investir sur ce levier parce qu'on aura déduit que l'impact n'était pas au rendez-vous. Et donc, c'est plutôt une notion d'absence ou d'impact insuffisant qu'on mesure. Et puis, on a l'effet inverse, qui est le fait, en fait plutôt de mesurer en fait, un effet de duplication ou de recouvrement. Et là, c'est plutôt la notion d'économie potentielle en se disant il y a un levier qui est plutôt inutile ou qui fait doublon par rapport à un autre. Et on s'aperçoit que parfois une campagne peut assumer partiellement ou efficacement en fait l'ensemble en fait du rôle des deux campagnes concernées et que du coup il n'y a pas lieu de doublonner en fait ces coûts. Et c'est un peu à ce phénomène ici qu'on va s'attacher avec deux exemples en fait liés à la pratique de lead management dans le cadre de notre client dans l'automobile. Donc comment on fonctionne Ce dont on s'est aperçu effectivement, c'est qu'on était en capacité de suivre les leads qualifiés qui étaient acquis chez les partenaires, mais également passer par un formulaire interne. Et donc, effectivement, les doublons dont parlait Julien, c'était un peu embêtant parce qu'on achetait 2 fois certains leads où on s'apercevait que parfois certains formulaires de l'écosystème propriétaire du client étaient relativement peu optimisés puisque, en fait, le lead était finalisé chez un partenaire et pas en interne. Donc, la première optimisation classique qui peut en découler, c'est effectivement revoir, par exemple, les règles d'injection, les web services qui permettent d'injecter en base les leads pour prévenir ces éventuels doublons. C'est de vérifier qu'effectivement, les règles d'acceptation des leads qualifiés des partenaires respectent bien le fait que s'il y a déjà un lead qui est initié côté interne de l'écosystème digital, on ne rouvre pas en fait sur une même personne ce type de lead. Puis la deuxième optimisation qui en découle également, c'est de revoir l'expérience utilisateur, l'UX en fait des formulaires eux-mêmes, des formulaires internes sur l'écosystème digital du constructeur, pour maximiser également les conversions. Parce que si on s'aperçoit que dans une cohorte, on a des effets de boucle où la personne va itérer de façon successive sur des formulaires internes de façon répétée, c'est qu'on a potentiellement une difficulté, un problème de conversion lié à ces formulaires. Et donc, bien évidemment, l'impact derrière, c'est de pouvoir effectivement minimiser les investissements et les effets de doublement et les taux de duplication qui leur sont associés. Le deuxième également mesure qu'on peut opérer en prenant l'exemple d'une campagne de lead management, c'est le fait de mesurer l'impact des campagnes internes sur en fait l'acquisition chez les partenaires de leads. Et donc là, pareil, via les cohortes, on va suivre en fait les leads qui ont été acquis chez les partenaires, mais qui ont été exposés à des campagnes d'acquisition interne pour générer du trafic sur les formulaires du site du constructeur. Et donc là, l'optimisation simple, c'est effectivement d'identifier ces leviers, les campagnes concernées, dans un premier temps, de dire voilà, toutes ces campagnes-là, elles ont non seulement influencé mes leads internes, mais elles ont également influencé de façon très conséquente l'acquisition de mes partenaires. Et puis deux, de s'entendre avec les partenaires sur les leviers à pousser, sur se dire voilà, les périmètres des campagnes, des leviers qu'on veut pousser, ce sont tel et tel levier, telle campagne, par exemple, tel type de dispositif en social ads ou en SIA, en paid search vont être mises en œuvre par un partenaire et tel autre en fait par la marque directement. Et on va essayer de circonscrire en fait de façon plus optimisée les leviers utilisés de façon à ce qu'on n'ait pas des duplications de coûts et que des campagnes servent de manière différente. Parce que très souvent, les leads partenaires sont acquis à la performance, sont acquis au coût du lead descendu. Et donc, c'est inutile d'aller investir ou surinvestir et de mettre une surpression inutile sur des leads qui seront finalement acquis chez un partenaire. Donc, voilà un peu les deux types de duplication qu'on peut observer avec ce phénomène. Je vais passer au deuxième cas d'usage. Oui, on a encore un peu de temps, donc je pense que j'aurai le temps de vous le présenter. Donc, le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage plus concret qui a trait au paid search, aux campagnes SIA, en fait, et qui va utiliser une fonctionnalité notamment des Google Ads, qui est le fait de pouvoir pondérer les conversions dans le pilotage des campagnes. C'est-à-dire que l'idée de fond, c'est de pouvoir fournir une pondération adaptée aux équipes qui pilotent le SIA de l'agence média pour optimiser leur campagne. Et comment ça fonctionne? L'idée, c'est on se dit qu'on va considérer beaucoup plus de conversions, donc à la fois la macro-conversion finale, qui est l'acquisition de leads ou les générations du trafic en concession, mais également toutes les micro-conversions intermédiaires, de façon à pouvoir alimenter les algorithmes d'optimisation de plus de signaux. Donc, si on leur donne plus de signaux, ils ont plus de données
à mouliner au niveau de leurs algorithmes, et donc on va pouvoir en fait les fiabiliser et les rendre du coup maximiser leur performance. Donc non seulement on va donner plus de signaux d'une part, donc à ces algorithmes de machine learning, mais également on va mieux les pondérer entre eux. C'est-à-dire que comme on va être en capacité avec la solution de dire les personnes qui sont passées par tel trigger, par telle microconversion ont un potentiel de conversion bien plus important que celles qui sont passées par tel autre trigger, on va pouvoir avoir une pondération relative entre chacun de ces microconversions. Donc, pour prendre un exemple concret, on sera en capacité de pondérer, par exemple, un téléchargement de brochure par rapport à une demande par rapport à un démarrage, par exemple, de configuration de modèle de véhicule. Donc, ces deux types de microconversions vont pouvoir être pondérés entre elles. Et on va pouvoir du coup délivrer cette pondération à l'agence qui elle-même pourra l'utiliser dans le paramétrage de ses campagnes. Donc, c'est ça. Et comment on fait ça? Alors, bien évidemment, on fait un suivi donc, de ces microconversions sur la plateforme d'attribution. Le calcul se fait par un outil qui s'appelle la gestion des triggers, notamment sur la solution que nous avons utilisée. Et après, on transmet en fait ces pondérations à l'agence et du coup, on maximise la performance des campagnes dans le pilotage SEA. Voilà pour ce deuxième cas d'usage. Et enfin, le dernier cas d'usage qu'on voulait vous présenter, c'est un cas d'usage en fait plus traditionnel, on va dire, qui a trait en fait à la génération d'audience, de ciblage via des audiences à la fois first party, mais également des audiences repoussoires. Donc, pour prendre le premier cas, l'idée, c'est de capitaliser sur des segments d'audience. Donc, on va cibler des populations qui auront été engagées au cours des campagnes médias qu'on aura pu lancer. Donc, ça peut être, par exemple, quelque chose de traditionnel, le suivi des cliqueurs de l'ensemble des campagnes qu'on aura pu avoir, mais aussi des visiteurs des pages modèles de véhicules qui ont pu avoir. Donc, on va pouvoir identifier ces populations. On va s'appuyer ensuite sur le graphe de réconciliation via les identifiants uniques de la solution d'attribution. Et là, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer justement sur l'atout majeur de la solution d'attribution, qui est de maximiser en fait cette réconciliation via le graph ID de la solution, et de ne pas s'attacher seulement à des identifiants publicitaires qui sont assez traditionnels, le Gclid, le Dclid, qui sont des identifiants de Google notamment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais également sur d'autres types d'ID, comme les device ID par exemple, qui vont permettre d'enrichir ces identifiants publicitaires traditionnels et de les associer à la constitution des segments d'audience. Et donc, on va générer ensuite les segments d'audience et on va pouvoir les activer sur les stacks classiques, soit effectivement le stack Google via Search Ads, via Display Video 360, soit sur le stack Meta, donc plutôt dans l'environnement Facebook, Instagram, pour pouvoir pousser en fait ces segments d'audience et générer une campagne de remarketing et maximiser la performance sur ces populations. Voilà typiquement un axe de remarketing sur la donnée first party, donc propriétaire, qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Et puis à l'inverse, on peut se servir également de ces segments d'audience pour optimiser ces bases repoussoires. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas surinvestir sur une population pour laquelle c'est inutile. Et l'exemple qu'on a ici, c'est qu'on va avoir un suivi des visiteurs en concession. Donc, on est capable de réconcilier avec des boîtiers, avec ces suivis de cookies offline qu'on va mettre en place. De la même manière, on va s'appuyer sur le système de réconciliation, le graph ID de réconciliation de la solution d'attribution, avec l'ensemble des identifiants uniques, de la même manière, les identifiants publicitaires, les device ID, etc. On va générer des segments d'audience de la même façon, mais on va les mettre en repoussoir aussi, en exclusion des campagnes, de façon à éviter en fait de surpresser des clients qui se sont déjà rendus en concession, donc ont déjà rempli l'objectif, et donc les sortir de la campagne qui aurait déjà pour objectif de générer du trafic en point de vente. Donc voilà, donc là on a une économie potentielle et une limitation de la surpression inutile en fait via ce biais. Donc voilà un peu les différents cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter. Et alors, du coup, effectivement, on arrive au terme de ce webinaire. Je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées, donc on va y répondre. Donc la première, quelle est la durée moyenne de mise en place d'une solution d'attribution? Donc effectivement, à partir du moment où on a choisi la solution, ça va en fait dépendre du périmètre de données à tracer, en fait, puisqu'on est sur potentiellement des campagnes digitales, quelle volumétrie on se donne et quelle campagne on souhaite adresser. Donc, en fonction de cette volumétrie, je parle sous ton contrôle, on est au minimum à 3-4 mois. Oui, c'est ça, à peu près. 3-4 mois. Donc, ça peut aller assez vite. On est rompu à l'exercice. Il faut effectivement avoir un bon sponsorship au niveau client par rapport à l'agence média. Ça, c'est vraiment clé et adjuvant pour faire avancer les choses rapidement.
Et donc, 3-4 mois, des premiers insights et des premiers cas d'usage pour optimiser ces investissements. Je laisse la deuxième question. Alors, hormis les données analytics issues de Google Analytics et des données qualitatives, exemple qualification des campagnes médias, quelles sont les autres données absolument nécessaires CRM vente? Alors, les autres données absolument nécessaires, ce sont celles en fait qui vont permettre d'éclairer le parcours des prospects, ou le parcours des clients ou des prospects jusqu'à la conversion finale. En fait. C'est celles-là qui vont être très importantes. Donc, si on prend par exemple la conversion finale qui va être la mesure du trafic en point de vente, donc par exemple en concession dans notre cas du constructeur automobile dont on parlait, l'idée c'est de pouvoir avoir en fait bien traquer l'ensemble des micro-conversions qui vont mener à cette conversion finale. Donc typiquement, si jamais il s'agit d'une demande de rendez-vous, on sait qu'effectivement la personne va se rendre en concession derrière, donc forcément il est important de la traquer dans l'accord. Donc ça c'est typiquement un événement qu'il faut avoir. Donc ça c'est essentiel. Ensuite, ce qui est important également, c'est de bien avoir la nomenclature de l'ensemble des campagnes médias qui est opérée par les agences médias. Parce que si on n'opère pas correctement la labellisation des campagnes dont je parlais tout à l'heure, forcément, l'analyse qu'on va en déduire par rapport à la solution d'instruction va être biaisée. Donc ça, c'est également nécessaire. Donc on va avoir deux types de données vraiment indispensables. D'une part, celles qui vont éclairer l'ensemble du parcours en fait, des prospects jusqu'à la conversion finale au niveau des cohortes, et puis celles qui vont pouvoir éclairer l'analyse, les insights qu'on va sortir de la solution d'attribution et qui sont plutôt des données, des métadonnées associées aux campagnes opérées par l'agence média. Je crois que on arrive vraiment au terme puisqu'on a dépassé le timing. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura éclairé sur ce qu'est un modèle d'attribution et ce qu'on peut en attendre. On est à votre disposition pour toute question complémentaire sur le sujet, avec grand plaisir. Donc, écoutez, merci et puis à bientôt. Au revoir, merci.